C'est-à-dire que le gouvernement ne prend pas avec beaucoup de sérieux la question de, de l'EDF autant que celle de l'F-123. Je pense que c'est bien sûr deux menaces différentes parce que d'un côté l'F-123, c'est un mouvement politico-militaire reconnu par le gouvernement congolais comme un groupe armé d'abord congolais, en croire les discussions qui se passent à Doha. Mais l'EDF, c'est un mouvement d'origine ougandaise, mais aujourd'hui, c'est reconnu par les États-Unis, la communauté internationale, comme la sous-branche de l'État islamique en Afrique centrale. Sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. En génocide, à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes à quelques kilomètres, à quelques mètres de Butembo, en province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Jusque-là, on parle de 29 morts. Denis Mukwege fait un bilan de 17 civils à Biamboué. Je l'ai dit, un centre de santé où des personnes ont été égorgées. Nous parlons de cette insécurité à l'est de la République démocratique du Congo avec un appel, surtout du conseil local de la jeunesse qui appelle tout simplement à la démission du chef de l'État pour n'avoir pas donné des réponses à la crise, à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Un génocide silencieux. Est-ce qu'on peut parler de ces génocides maintenant qu'il y a tous les jours des morts, surtout dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu? Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Bienvenue à mon invité avec beaucoup d'attention sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Nous en parlons sur ce studio Blaise Lac de Kivu Morning Post. J'espère bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à ceux qui nous suivent en ces moments de partout à travers le monde. Un massacre des civils, c'est pas pour la première fois, mais les ADF ont causé la mort de 29 personnes, selon un bilan jusque-là. D'autres parlent de 17 civils, mais les bilans qui restent jusque-là provisoirement officiels et des 29 morts, les enquêtes continuent. À l'est de la République démocratique du Congo, ça continue encore. Ouais, les terroristes de l'EDF avaient pris d'assaut la paroisse Saint-Paul de Biamboué dans le territoire de Lubero le week-end dernier, c'était le samedi, le 15. Cette paroisse qui abrite également un centre de santé qui a été également attaqué. Parmi les personnes massacrées, on compte 16 femmes, dont des femmes qui venaient de donner naissance aux enfants. Donc, c'était à la maternité. À qui étaient encore à la maternité. Ça me donne des frissons d'en parler. C'est vraiment dramatique ce qui se passe dans la RDC. C'est pas plus tard qu'en septembre que notre incursion dans le Lubero a fait au moins 71 morts en Toyo. On en a parlé également ici. Mais je me rends compte peut-être cette crise qui oppose la F-123 et les FARDC fait que l'on ait moins d'attention à ce massacre de l'EDF. On en parle presque pas au pays, surtout le gouvernement qui n'a pas aussi une attention figée à cette situation. Alors qu'à un moment donné, il y avait des opérations Souja lancées depuis 2021 entre les FARDC et l'UPDF, l'armée ougandaise. Est-ce qu'aujourd'hui on a quand même le temps de faire même ces bilans, les bilans de ces opérations, parce que c'est lancé depuis très longtemps? Est-ce qu'on sait faire le bilan de ces opérations avec l'UPDF? On avait parlé de plusieurs bastions qui avaient été détruits dans la vallée des Moalika, de Semuliki, dans le territoire de Beni, mais le mois passé, il y a eu d'autres attaques à la porte même du gouvernement de Beni. C'est-à-dire que la menace reste présente autour même de la ville de Beni. On ne sait pas maintenant si ces opérations, on peut les qualifier de réussies ou d'échecs en ce moment. Je pense que la réponse est très claire. 5 ans, presque 5 ans après leur lancement, aujourd'hui, on ne peut que décrire des opérations qui ne font que coûter des millions de dollars au gouvernement congolais sans impact visible sur le terrain. Parce que Blaise, c'est des trop, on n'en parle presque plus, mais c'est depuis 2014 que des centaines de populations sont tuées par attaque.
On a connu des attaques sur des camps des déplacés en territoire de Béni, en territoire de Lubero, parce que les terroristes de l'ADF ciblent parfois des paroisses, des centres de santé, des D'ailleurs, camps de déplacés. on a même enterré il y a quelques mois le fidèle catholique du groupe Croisade Eucharistique qui était en veillée. C'est ça, donc que ce soit dans le territoire de Béni ou Lubero au Nord Kivu, Irumu, Djougou, Mambasa en Ituri, l'ADF est en train de commettre un génocide sur le sol congolais. Au moins ici, c'est un groupe ethnique ciblé. Parce que depuis 2014, dans le Lubero, dans le Béni, ce sont des Nandes qui sont tués. Ce sont des familles entières qui sont exterminées, qui sont effacées. Des déplacés, il y a des camps déplacés où on trouve 150 personnes sont tuées d'un seul coup, dans une seule nuit. Et on ne se pose pas les vraies questions. Mais à l'origine, ce sont des Ougandais. Il y a l'armée ougandaise qui est sur le sol congolais pour mettre fin à cette menace, mais ça ne prend pas fin. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce qu'il y a des couacs? Pourquoi continuer ce mariage qui a totalement échoué? On se pose beaucoup de questions. Et en début de cette année, vers le mois de mars-avril, l'armée ougandaise a commencé à se déployer plutôt sur l'axe Lubero parce qu'il y avait une avancée de l'F-123. C'est-à-dire que c'est une armée qui s'est détournée de sa mission d'abord principale pour se concentrer sur l'avancée de l'F-123. Et pendant ce temps, il y a plusieurs attaques simultanées de l'ADF. Et ces attaques ont fait de plusieurs centaines de morts. Si on faisait le bilan depuis le début de cette année, en tout cas, on est à plus de 1000 civils qui ont été tués dans le Béni et dans le Lubero. Face à la situation, Patrick Mouyaya a quand même présenté un message au nom du gouvernement congolais, a promis qu'ils vont mettre les efforts ensemble avec le gouverneur de cette partie, occupée encore par Kinshasa, Somo Kakule et les généraux, pour mettre fin à ces massacres. Bon, vous pensez qu'il faut commencer par où exactement? Moi, je pense qu'il fallait un message officiel. C'était une réaction dans un briefing où on parlait autre chose. On parlait de ce qui s'est passé. C'était pas un briefing spécial. C'est ça, c'était un briefing sur le sommet de la CIRGL et tout, l'évolution diplomatique de Doha. Mais c'était pas un briefing spécial sur la situation de Byambwe. Il n'y avait pas de message officiel du gouvernement, de la présidence. Pendant ce temps, la présidence était en train de diffuser en direct le retour de Léopard à Kinshasa. Je pense que c'est pas mauvais. La RDC s'est qualifiée aux barrages intercontinentaux, mais on ne peut pas faire la fête alors que l'autre Congolais vient d'être tué. Alors que on peut pas faire la fête à la place d'un deuil, parce que dans des états sérieux, Blaise, on ne peut pas célébrer une qualification alors que 29 civils ont été tués sans avoir organisé même un deuil national. Sans que les drapeaux ne soient mis en berne, sans qu'il y ait même un message officiel du gouvernement. Mouya, elle a dit, c'est lui le porte-parole du gouvernement, c'est la bouche autour du gouvernement, elle a dit, elle n'a pas de gouvernement, mais le cadre n'était pas approprié. Il a fait un commentaire de 59 secondes, ce n'est même pas une minute à ce sujet. C'est-à-dire que le gouvernement ne prend pas avec beaucoup de sérieux la question de l'ADF autant que celle de l'F-123. Je pense que c'est bien sûr deux menaces différentes parce que d'un côté, l'F-123, c'est un mouvement politico-militaire reconnu par le gouvernement congolais comme un groupe armé d'abord congolais, en croire les discussions qui se passent à Doha. Mais l'ADF, c'est un mouvement d'origine ougandaise, mais aujourd'hui, c'est reconnu par les États-Unis, la communauté internationale, comme la sous-branche de l'État islamique en Afrique centrale. C'est-à-dire que ce sont des terroristes. Et selon les mots du porte-parole du gouvernement, on semble croire qu'il y a un plan avec les États-Unis pour mettre fin à l'activisme des ADF dans les Grands Nord. Je ne pense pas. Ça doit être un plan qui n'est pas réaliste. Parce que jusque-là, il n'y a pas vraiment une force qui a été coalisée. Cette question a été aussi ignorée, même au Conseil de sécurité des Nations Unies. On n'en parle plus. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, que le lobbying avec la question de l'F-123 est d'un niveau extrêmement élevé, que même quand il y a eu un petit village qui n'est même plus habité, qui est tombé sous le coup de l'F-123, il y a une forte médiatisation. Il y a des dénonciations, on dénonce le Rwanda, on en parle partout au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais quand il y a 150 civils tués dans une attaque de l'ADF,
On n'en parlait pas, ni au Conseil de sécurité des Nations Unies, ni dans une assemblée, dans une session ordinaire ou extraordinaire. On n'en parle presque plus. Et la question que l'on se pose est que ces civils qui sont tués dans le territoire de Lubero, Beni, ils ne sont pas des Congolais au même pied d'égalité que ceux qui sont tués dans des affrontements entre l'F-123 et les FARDC, et que ce ne sont pas des Congolais comme ceux-là qui étaient au stade des martyrs hier pour accueillir les léopards de la RDC. On ne sait plus ce qui se passe, si c'est déjà une partie qui est abandonnée, sacrifiée et laissée au compte des terroristes. On ne sait plus ce qui se passe. Les élus de Lubero, les élus de Beni, à un moment donné, sont aussi silencieux. L'état de siège est prorogé chaque 15 jours après à l'Assemblée nationale. Mais avec quels résultats? Les résultats est largement chaotique. On ne sait pas ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Blaise, la question de l'Est, c'est déjà une partie divisée. On parle beaucoup plus de ce qui se passe au nord et au sud Kivu, mais arriver à Beni, quitter Kassini, Lubero jusqu'à Beni, vous allez voir même que sur toutes les barrières, ce sont des militaires ougandais, en tenue ougandaise. Ils sont un peu partout, dans chaque coin, ils sont un peu partout. On n'en parlait pas, mais c'est une armée étrangère quand même qui opère sur le sol congolais sans résultat palpable. On nous a vendu beaucoup d'espoir avec l'opération conjointe FARDC-UPDF, l'opération Soujaha depuis 2021. Il faut compter le nombre d'années aujourd'hui, Blaise. Ça fait déjà plus de 4 ans le coût de la logistique est là, la logistique et tout. C'est beaucoup d'argent, c'est des millions de dollars chaque année, mais il n'y a pas de résultats. Il faut changer des stratégies. Si c'est l'état de siège qui a échoué, voir une autre stratégie, une autre mesure exceptionnelle, ou mettre à profit juste les compétences des FARDC. Ils ont, ces militaires-là ont juré de défendre la RDC et de défendre, de protéger la population congolaise. C'est à eux, avant toute autre intervention étrangère, de garantir la sécurité, de neutraliser toutes ces menaces-là, que ce soit l'ADF, la Codeco et toutes les autres forces négatives, et ne pas seulement se concentrer sur un seul conflit. Nous savons aussi que c'est pas aussi à négliger. Tous les conflits, toutes les crises qui engagnent sur la RDC sont à prendre beaucoup de sérieux, mais je ne vois pas des violences qu'on peut comparer avec celles qui se passent dans le Lubero, dans le Grand Nord, où on décapite, où on coupe les têtes par la machette des civils, où on enterre des civils vivants, où on prend des femmes allaitantes, des femmes qui viennent d'accoucher, on les incendie, on incendie même une paroisse de l'église catholique. Même le pape a adressé un message aux fidèles du Grand Nord. C'est-à-dire, Blaise, que ce sont des violences qui ont dépassé même la compréhension humaine. On se pose la question si on est encore dans un pays qui est dirigé ou on est dans un pays qui n'a plus de dirigeants. Nous l'avons diffusé hier dans l'actualité du jour, les conseils locaux de la jeunesse qui demandent tout simplement la démission pure et simple de Félix-Antoine Tshisekedi pour n'avoir pas donné à la population de l'Est la paix. Quel commentaire vous placez par rapport à cette demande? Est-ce que c'est des trop? C'est pas aller jusqu'à demander la démission du chef de l'État. C'est pas des trop sous d'autres cieux, sous de démocratie bien assise. Normalement, ça ne sert même pas une demande. Il devait démissionner. Depuis bien longtemps, on ne peut pas tuer 150 civils dans le Djougou, on tue 100 civils à Irumu aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est dans un pays où on ne fait que compter des morts. On ne compte pas le nombre de kilomètres de routes qui ont été construites. On ne compte pas le nombre d'écoles qui ont été construites. On ne fait que compter des morts. C'est pas normal. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où on compte des morts, on compte des villages qui sont tombés sous le contrôle des rebelles, on compte des personnes qui sont tuées dans des éboulements de terre, où il n'y a pas des mesures préventives, il n'y a pas des mesures de prévention des catastrophes, on compte des personnes qui sont tuées dans des crashs d'avions, dans des accidents. C'est ça la RDC. Parce que les routes sont dans mauvais état. Il n'y a pas des plans de prévention des catastrophes naturelles. Les aéroports, n'en parlons pas. À Kinshasa, dans la capitale, quand il y a des pluies diluviennes, il y a des inondations. Des morts par dizaines qui sont comptés. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où on commence à normaliser l'inacceptable. C'est-à-dire demander la démission du chef de l'État pour une population qui lui a donné son mandat. C'est tout à fait normal dans une démocratie. Moi, ce qui m'intrigue, c'est de voir que l'opposition n'existe plus dans ce pays. L'opposition est muselée. Alors que c'est
le contrepoids du pouvoir. Quand ça ne va pas, quand il y a des déviations, quand il y a une mauvaise gouvernance, c'est l'opposition qui met pression, qui fait des déclarations, qui descend dans la rue. Mais ni les mouvements citoyens, ni l'opposition politique sont restés silencieux, bouche bée face à tout ce qui se passe. Et quand il y a des jeunes courageux comme ça, à Butembo, dans une zone très militarisée, état de siège, FADC-UPDF, c'est-à-dire que c'est une décision courageuse quand même, c'est une pression. Je ne dis pas que le président va démissionner, c'est pas la culture africaine, moins encore congolaise, voir une autorité démissionner parce que elle a défailli à sa mission, alors qu'ils sont presque tous défaillants. Tous les ministres dans leur secteur, ils sont presque tous défaillants, mais personne ne peut démissionner parce que c'est pas de la culture congolaise. Mais il faudrait quand même qu'on arrive à ces niveaux de démocratie et à se poser des questions. Dans mon secteur, comme je voulais parler même des Bemba, Jean-Pierre Bemba, dans ce secteur des transports aujourd'hui, on n'a pas d'avion, pas d'infrastructures aéroportuaires qui répondent aux normes. Les routes, ça cause problème. On voit que ça ne va pas dans tous les secteurs. On a vu les trains qu'on nous a amenés qui font Kinshasa, Matadi. Tom, qui est déjà en panne jusqu'aujourd'hui. L'état des infrastructures, mais on trouve que c'est normal. Quand on lui pose l'action sur les embouteillages, il vient avec des photos sur... La dernière question, Jospin. Sur le plateau de Top Congo. Mais on ne comprend plus rien. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où il faut une forte prise de conscience, une restructuration de la pensée congolaise, surtout de la jeunesse, et une refondation de l'opposition. Qu'on commence à former des jeunes dans des écoles politiques pour qu'il y ait quand même une relève qui va faire autrement tout après ces régimes. La question que je pose, la dernière d'ailleurs dans cette émission, on parle de cette question importante, délicate pour le pays. C'est le prix Nobel de la paix qui alerte sur les génocides silencieux des Congolais et appelle à une action urgente des autorités et de la communauté internationale. Il dit, je cite, « Le monde ne peut tolérer les génocides silencieux des Congolais. Il y a urgence à agir, à poursuivre le responsable de ces crimes et à protéger les civils dans l'Est de la République démocratique du Congo. » On parle seulement des ADF, mais la responsabilité civile n'est pas encore établie. On ne sait pas. ADF, ça englobe beaucoup de choses. Et si on connaît qui tue, comme si, je donne un exemple, si la M23, par exemple, faisait un massacre, on sait dire Nanga, responsable du M23, peut répondre. Les ADF, c'est quelque chose qui... Ouais, ils ont des responsables. Il y a un certain Baluku qui est jugé en Ouganda. Il était très connu parmi les chefs de l'EDF et d'autres sont connus. Les services des renseignements de la RDC ont des noms. Il y a des noms. Il y a certains aussi Congolais qui sont identifiés, mais il y a des Ougandais, surtout des Ougandais. L'EDF, c'est pas un mouvement fiction. C'est un mouvement réel qui existe. C'est pas un mouvement illusoire, c'est un mouvement réel qui a des animateurs. Parfois, même ils se filment. Ce sont vraiment des islamistes extrémistes. Ils revendiquent quelques attentats. Parfois, très souvent, ils revendiquent. C'est comme Anto, ils avaient revendiqué cette attaque qui avait fait plus de 70 personnes. Ce qui est à faire peut-être pour le gouvernement congolais, c'est de pointer le génocide, le situer. Parce qu'on a toujours parlé du génocide congolais dans la globalité. Mais si vraiment on était sérieux, ce qui se passe dans le Grand Nord depuis 2014, c'est ça le vrai génocide. Parce que... Ce qui se passe à Minembwe. Ce qui se passe à Minembwe, je ne pense pas que cela a la même ampleur que ce qui s'est passé dans le Grand Nord. À Minembwe, c'est juste qu'ils ont la chance d'avoir des leaders qui portent leur cause. On voit à chaque fois qu'il y a attaque, même tentative d'attaque à Mikenge, il y a Nyarugabo qui alerte, il y a Tuganeho qui fait des communiqués, même un plan. On dénonce même un plan, nous dénonçons un plan, des tentatives, mais dans le Grand Nord, on sent qu'il y a un silence radio. Très bien. On sent que les gens n'en parlaient pas, mais là, on sait situer les génocides parce que depuis plus de 10 ans aujourd'hui, le plan est d'exterminer le peuple nandais et de peut-être leur prendre... leurs terres très riches, on voit même les cacao qui proviennent de là. Ce sont des espèces qu'on n'a jamais trouvées nulle part ailleurs en République démocratique du Congo. On peut se dire que peut-être ça c'est un génocide qui vise le peuple nandais. On veut peut-être l'exterminer parce que depuis 2014, on a compté plusieurs centaines de milliers peut-être de personnes qui ont été tuées. Mais on n'en parlait pas.
on n'en parle pas. Pourquoi on parle de génocide dans l'ensemble, comme si les génocides se passaient même à Kinshasa, même à Lubumbashi, même à Matadi, même à Buta. Il faut situer les génocides. Il se passe dans telle région et il cible tel groupe ethnique. Au moins à Beni, au moins à Lubero, on peut situer les génocides. Mais on voit que nos dirigeants restent dans la globalité et c'est pourquoi ce lobbying n'est pas arrivé à l'ampleur mondiale qu'on voudrait lui donner. Très bien. Il est temps, même comme Mukwege l'a dit, il a parlé de génocide en parlant de Biambwe dans la région, lui il a situé. On voudrait que les autorités gardent le même rythme. Quand il y a génocide, qu'on puisse le situer et qu'on parle d'un groupe bien défini. Merci Jospin, merci à vous chers internautes de nous avoir suivis. Ça demande du sérieux quand surtout on aborde la question sur 2 morts à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a massacre à l'est, il y a massacre dans la partie Grand Nord et le gouvernement devrait faire quelque chose, la communauté internationale devrait agir, mais la communauté internationale va agir parce que la communauté va sentir que nous prenons d'abord la question au sérieux nous-mêmes. Et nous devons faire ça. Chacun à son niveau. Portez-vous bien.